On aime bien faire la fable du chêne et du roseau. Le roseau, quand il y a un peu plus de vent, il se déforme un petit peu plus. Par contre, le chêne, à un moment donné, s'il y a vraiment beaucoup de vent, ils se rompt et ils cassent. Donc effectivement, l'approche de ces grandes tourches, on cherche plutôt une certaine souplesse. Parce que quand tu retires le mur porteur, le risque, c'est quoi fondamentalement? Alors premièrement, c'est statique, donc c'est les charges gravitaires. Effectivement, si on enlève un mur porteur puis on prend aucune mesure, on peut avoir un effondrement partiel ou total. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. Ce podcast a un seul objectif, rassembler des experts à travers tout le pays pour vous partager les meilleures informations sur l'immobilier et le monde des affaires. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Schmid. Hello Alexandre. Salut Edouard. Tu es directeur et associé de Courman Créton Ingénieur SA. C'est juste. Bureau d'ingénierie civile. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble. Ce qui est important, c'est la première fois que je fais un épisode là-dessus. Et ça m'intéresse moi d'ailleurs. Et en préparant l'épisode, je me suis rendu compte à quel point j'avais aucune idée de toutes ces questions-là. Donc c'est parfait, j'aurai des vraies questions d'amateurs. C'est en gros, quand on ouvre un mur porteur en PP, à quoi il faut penser. Quand on surélève un immeuble, à quoi il faut faire attention. Quand on rachète un vieux bâtiment d'un point de vue statique, sismique, comment ça fonctionne. Et puis on va parler aussi d'un peu d'assurance tremblement de terre, qui est un sujet, assurance parasismique, on appelle comme on veut, mais qui est un sujet assez important, surtout en Valais. Avec plaisir. Si ça te va. Ça me va. Bon, bien. Le premier élément, je dirais, c'est pour les copropriétaires en PPE ou une personne qui achète un appartement en PPE. Il y a un mur porteur qui sépare la cuisine du séjour. Il n'y a pas d'autre solution que d'ouvrir ce mur si on veut avoir une cuisine ouverte. C'est quoi les étapes? On commence par quoi? Donc effectivement, quand le projet est en guillemets ficelé, parce que quand le propriétaire sait ce qu'il veut faire, le premier conseil éventuellement, c'est peut-être déjà de passer par un professionnel comme un architecte pour peut-être valider aussi la démarche. Ça, c'est aussi peut-être important. Et une fois que cette démarche est validée, alors effectivement, quand on touche à un système porteur, dans une PPE notamment, ça c'est régi par le code civil suisse en fait, parce qu'en fait le système porteur est lié au commun du bâtiment. Et effectivement, il faut faire appel à un professionnel, en l'occurrence un ingénieur civil. Et puis l'ingénieur civil, il va effectivement venir constater, idéalement, si le propriétaire dispose de plans d'exécution ou de documents, ça va l'aider dans son travail, dans ses recherches. Et puis à partir de là, effectivement, il prend note du souhait du propriétaire de démolition partielle ou totale du mur porteur. Et à partir de là, son job, ça consiste à effectivement définir quelles sont les mesures à prendre pour renforcer, pour substituer en fait la suppression de ce mur porteur. Et là, il y a différentes techniques qui existent. La plus communément admise, c'est de placer un DIN. Ça, c'est un terme un peu générique qui veut dire en fait une poutrelle, un sommier métallique. Et puis en fait, ça, on le place sous le système porteur de la dalle ou du plancher. Et puis en fait, il permet justement de supporter les charges pour garder toujours un transfert de charge. Et puis ça, à partir de là, l'ingénieur civil dimensionne et puis ensuite, il peut vérifier et contrôler les travaux auprès de l'entreprise qui va réaliser et mettre en place tout ce support-là. Et au préalable, peut-être, effectivement, une PPE va exiger de la part du propriétaire qui souhaite une modification un certificat, notamment d'un professionnel comme un ingénieur civil, qui dit qu'effectivement, il atteste que ce qui est entrepris, ça permet de supporter la modification du système porteur. Il y a des fois où c'est impossible de faire ça? D'enlever un mur porteur dans une PPE? Rien n'est impossible puisqu'on était sur la Lune, mais souvent on nous le rappelle, les architectes, on a été sur la Lune, donc on arrive toujours à trouver une solution. Non, des fois, il y a effectivement des configurations un peu plus complexes où effectivement, peut-être, comme notamment des appartements qui sont rez-de-chaussée et puis que dessus, il y a peut-être 7-8 étages, c'est effectivement beaucoup plus peut-être invasif de substituer un mur porteur, mais on arrive toujours à trouver des solutions. C'est pour ça que peut-être, avant de vous projeter très loin dans des modifications, un conseil d'un professionnel qui valide le principe technique, ça vaut la peine. Avant déjà... Des fois, on constate que certains propriétaires demandent déjà des devis du peintre, du carreleur, avant de même savoir s'ils peuvent démonter leur mur porteur. Donc, avant d'aller trop loin dans les étapes, c'est peut-être le meilleur conseil. Faites appel à un architecte. En 1 heure de temps, il peut discuter avec vous, et dire oui, c'est possible, ou non, c'est pas possible, ou attention, pensez à ci, à ça. Et c'est là, dans ce deuxième temps, que l'ingénieur civil est généralement appelé pour effectivement valider techniquement la modification du système porteur. Mais c'est l'architecte qui dit si c'est possible de faire ça ou pas? L'architecte, déjà, vous aiguille. Déjà, il peut dire, effectivement, l'architecte a aussi bien sûr des connaissances du système porteur. Et après, effectivement, lui, de son regard moins technique, il peut vous dire oui, je pense que c'est possible. Et puis après, effectivement, il fait appel, il peut conseiller des ingénieurs civils pour aller plus loin dans la démarche.
Si on revient tout à la base, ça veut dire avant même de se poser cette question-là, comment est-ce qu'on sait en tant que propriétaire si c'est un mur porteur ou pas? C'est quoi les stratégies un peu? C'est de regarder le plan et regarder la taille du mur ou bien c'est de taper dessus? Ouais, c'est une bonne remarque. Effectivement, taper dessus, on sent s'il y a du répondant ou pas. C'est ce que fait aussi l'ingénieur civil quand il n'a pas de plan. Il tape dessus. Si effectivement c'est un peu plus compact, dur, donc on peut supposer que c'est un mur porteur. Et puis après, c'est aussi, si on n'a pas de plan, encore une fois, à disposition, on fait une analyse. Et puis vraiment, si on a des doutes, aussi on fait des sondages. Donc on perce le mur, on commence à voir déjà son épaisseur, voir comment il est connecté sous la dalle, sous le plancher, puis on voit s'il est en contact avec la dalle et s'il supporte vraiment et si, de facto, il est porteur. Mais effectivement, sa tonne creuse, c'est de la cloison, c'est du non-porteur, c'est déjà une bonne indication. Mais l'ingénieur civil, il doit toujours aller sur place pour vérifier ça, ouais. Oui. Ouais. Honnêtement, personnellement, j'ai jamais donné un conseil sans avoir été sur place. Okay. Sur la base des plans, c'est trop risqué. Alors, sauf si effectivement on dispose des plans d'exécution, là on peut dire oui, effectivement c'est un mur porteur ou là oui c'est une cloison. Mais même, on peut toujours avoir doute. Entre les plans d'exécution, puisqu'il a été réalisé, il y a peut-être des dissonances. Donc, franchement, un ingénieur qui vous donne un conseil comme ça, sans avoir été sur place, si ça engage après des modifications de travaux, ça, je ne le ferai pas. J'irai quand même sur place. Et sur la base des plans, c'est quoi à partir de quelle dimension on peut avoir un mur porteur? Parce qu'un mur de 8 ne sera jamais un mur porteur, d'accord? Mais un mur de 15, par exemple. Ouais. Il faut quand même être vigilant. J'ai eu quelques surprises des fois. Si on remonte peut-être dans les années 60, 70, des murs porteurs de 10 cm, ils étaient porteurs. Ah, vraiment? Oui, vraiment. Donc, années 60? Ouais. Alors, on a un peu perdu cette habitude. Maintenant, le porteur, on dit c'est minimum 15, 18 cm en béton ou en brique. Mais à l'époque, ils faisaient du porteur, 10 cm, 12,5. C'était un peu différent, la méthode de dimensionnement. Donc, il ne faut pas que se fier à l'épaisseur, je dirais. Donc, il faut vraiment analyser qu'est-ce que ce mur supporte ou supporte pas. Et puis, c'est là qui permet de vraiment définir est-ce que c'est un mur porteur. Mais on faisait dans les années 60, un immeuble de 6 étages, par exemple. Au rez-de-chaussée. Non, alors je pense pas qu'effectivement c'était un mur de 8, là, effectivement, dans ce cas de figure précis, là. Mais donc, en dessous de 10 cm, en général, c'est... Généralement, on dira pas. Il faut pas tirer de conclusion, mais généralement, en dessous de 10, effectivement, c'est pas souvent porteur. On dirait ça donc comme c'est ça. vraiment pas assez, les plans. Les plans, il faut s'en méfier, ouais. Tout à fait. Moi, je me suis toujours dit, un mur... À partir de 15, tu te poses la question, mais à 13, c'est assez... Oui. Et des fois aussi, j'ai eu le cas où on tape, ça sonne creux. Et en fait, c'était rien d'autre qu'un ce qu'on appelle un albaphone qui fait son rôle phonique. Et derrière, il y avait un mur porteur. Donc ça peut aussi arriver dans des cas. Alors, c'est un peu plus rare. C'est dans des murs mitoyens ou des parties communes ou qu'on veut isoler. Des fois, on fait un sandwich, un mur porteur avec un système léger, comme du plâtre, avec l'isolation, pour isoler ou phoniquement ou thermiquement. Et si on se fie juste au creux, au son, on peut être surpris parce que quand on va percer, puis d'un coup, on va arriver dans du dur derrière, puis on n'avait pas vu ce mur porteur. Donc tout ça pour dire, voilà, si vraiment dans le sérieux de la démarche, un ingénieur civil vient sur place, s'il a des doutes, il fait quelques sondages, c'est juste des petits carottages, et puis là on vérifie, puis on atteste que oui, c'est du porteur, et puis dans quel cas, on prend les mesures nécessaires. Ou si c'est pas du porteur, on peut démonter la cloison sans en prendre aucune mesure de consolidation. Et des fois, on arrive à comprendre un peu comment ils sont construits les murs porteurs dans un immeuble, quand on est dans un appartement. Parce qu'en général, les murs mitoyens entre appartis sont souvent porteurs, quand même. Ouais. Avec les communs, les espaces communs, ils sont souvent porteurs. Les murs extérieurs, évidemment. Oui. Et donc, souvent, c'est quand même des murs assez parallèles. Tout à fait. En quadrillage, comme ça. C'est quoi la portée? Alors, j'imagine que ça dépend de l'année de construction de l'immeuble. Mais en général, tu vois, quand on peut réfléchir moi, j'ai l'impression que ça tourne autour des 5-6 mètres. Ouais. Tu vois mais bon, ça, je me dis d'appartements que je vois. Hein. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas de... Ouais, c'est juste, c'est une bonne remarque. Alors, difficile de tirer des généralités, mais effectivement, j'ai envie de dire, en dessous des années 60, on allait jusqu'à 5 mètres de portée, environ. Et puis à partir aujourd'hui, la moyenne de système des appartements type, voilà, ça dépend de plein de configurations, plein de paramètres. Mais effectivement, la moyenne, c'est au plus bas 5,50 et puis jusqu'à 7,50 m, rarement 8 mètres, parce qu'après, ça devient trop coûteux, la structure, les dalles. Mais voilà, l'ordre de grandeur, j'ai envie de dire entre 4,50 et 7,50 pour donner un ordre de grandeur, c'est un peu les portées qu'on peut avoir dans du logement, en fait. Ok. Et plus la portée est grande, plus la dalle au-dessus et au-dessous sont épaisses. Exactement. Ouais, okay. Tout à fait. Donc ça commence à être très coûteux. Okay. C'est exactement ça. D'accord. Ouais. Et dans un immeuble avec 7-8 étages, il y a un copropriétaire au 4e étage qui demande d'enlever un mur porteur. Mais tu sais pertinemment que, puisqu'il est construit comme ça, l'appartement, tu sais qu'en haut, c'est comme ça, en bas, c'est comme ça.
Mais comment tu sais si tout d'un coup, il y a tous les copropriétaires qui ont enlevé les murs porteurs, ils ont mis des DIN. Comment tu fais? Tu dois visiter les autres apparts ou... C'est une très bonne remarque. À un audit, quand on fait ça, on se pose la question, si on a la possibilité, c'est d'aller voir en haut ce qui s'est fait, puis aussi d'aller voir en bas ce qui s'est fait. Pour effectivement écarter ce doute que effectivement, peut-être que les propriétaires en dessous, ils ont déjà fait cette même modification, donc ça pourra avoir un impact dans le DIN. Donc effectivement, c'est une très très bonne remarque. On se pose toujours la question, qu'est-ce qu'il y a en dessus, parce qu'on doit déjà comprendre la descente de charge, en dessous dans une moindre mesure, mais quand même, il faut avoir ces informations-là. Et c'est pour ça que je dis l'œil du professionnel est vraiment important pour avoir vraiment toutes les bases et puis surtout toutes les informations pour faire une approche qui est correcte de la transformation. Parce que quand tu retires le mur porteur, le risque, c'est quoi fondamentalement? C'est statique, sismique, c'est les deux ou c'est... Alors, premièrement, c'est statique, donc c'est les charges gravitaires. Effectivement, si on enlève un mur porteur puis on prend aucune mesure, on peut avoir un effondrement partiel ou total. Donc effectivement, même j'ai envie de dire, une entreprise exécutante, c'est très rare, à moins qu'elle soit vraiment peu professionnelle, mais qu'elle fasse des travaux sans avoir eu un contact avec un ingénieur. Mais effectivement, pour répondre à ta question, Edouard, ça peut avoir un effondrement. Et puis après aussi, dans une moindre mesure, mais ça a aussi un impact de ce que tu dis, même un mur en maçonnerie, il contribue à la stabilité sismique d'un bâtiment. Donc effectivement, il faut faire aussi attention, si on enlève un mur en maçonnerie qui est porteur, il a aussi une autre fonction que la fonction porteuse, c'est qu'il contribue aussi à la stabilité du bâtiment. Donc là aussi, votre ingénieur civil, il doit vous rendre attentif. Attention, oui, vous pouvez démonter du point de vue charge gravitaire, ça sera OK. Mais par contre, on affaiblit un petit peu la stabilité du bâtiment, la stabilité horizontale du bâtiment. C'est une très bonne remarque. OK. Parce que ça veut dire que dans les analyses statiques et sismiques, la statique, si je comprends bien, la statique, en fait, c'est à quel point est-ce que le mur supporte le poids de ce qu'il y a au-dessus. C'est Newton. Donc c'est plutôt Newton, exactement, gravitaire purement. Ouais. Et puis le sismique, c'est si on le bouge dans l'autre sens, comment est-ce qu'il réagit? Exactement. Okay. Ouais. Le bâtiment, en principe, il a juste, j'ai envie de dire, on va parler après, mais jusqu'à dans les années 2000, on ne s'est pas trop préoccupé de la stabilité sismique. On faisait vraiment attention aux charges gravitaires. Mais effectivement, un bâtiment, il a d'autres sollicitations, comme le vent. D'accord ? C'est ce qui fait une poussée horizontale. Mais dans une plus forte mesure, comme notamment en vallée, on a un état sismique plus important. Effectivement, il subit des charges horizontales en cas d'événement, comme un tremblement de terre, par exemple. Effectivement, ça induit des efforts horizontaux dans le bâtiment. Et puis pour assurer sa stabilité, c'est les murs porteurs, c'est les murs qui permettent de stabiliser le bâtiment, comme notamment les murs porteurs, les murs mitoyens, etc., à travers le bâtiment, qui assure sa stabilité. Et dans le cadre de la construction d'une tour, ça n'a rien à voir avec les murs porteurs en PP, mais ça m'intéresse. Oui. Parce que je me dis, les tours qu'on construit typiquement à Dubaï, par exemple, une tour qui fait 1000 mètres de haut, par exemple. Oui. C'est quoi la différence dans sa structure, dans sa structure porteuse, entre une tour comme ça et puis un immeuble de 5 de 5 étages, pardon. Ouais. L'approche est un peu différente quand on a ces bâtiments de très grande hauteur. On a une approche un peu différente de la stabilité. La tour Dubaï ou plutôt les gratte-ciel, comme on peut les entendre. Il y a un autre système aussi qui permet d'assurer une stabilité, c'est ce qu'on appelle des cadres. C'est un assemblage entre des colonnes et des sommiers métalliques qu'on les assemble rigidement à un nœud du cadre qui apportent aussi une stabilité au bâtiment, qui est beaucoup plus souple, qui aussi a un certain avantage du point de vue sismique, sans aller dans les détails. Mais on préfère quelque chose qui est peut-être un peu plus souple. On aime bien faire la fable du chêne et du roseau. Le roseau, quand il y a un peu plus de vent, il se déforme un petit peu plus. Par contre, le chêne, à un moment donné, s'il y a vraiment, vraiment beaucoup de vent, ils se rompt et ils cassent. Donc effectivement, l'approche de ces grandes tours, on cherche plutôt une certaine souplesse, justement, pour pas trop encaisser d'efforts, sans aller trop loin dans la détail de la dynamique des structures, mais effectivement, on cherche une certaine souplesse. Et donc effectivement, soit l'approche avec une structure métallique, ou soit effectivement, comme la tour à Dubaï, comme tu dis, c'est des noyaux qui sont très, très importants, qui assurent en fait finalement la colonne vertébrale du bâtiment. Et puis c'est ce mât qui est à l'intérieur du bâtiment qui assure en fait la stabilité, et puis qui est ancré dans le sol avec des dizaines et dizaines de mètres ancrés dans le sol pour vraiment assurer finalement l'encastrement du bâtiment. Mais ça, effectivement, c'est pas trop dans nos... Incroyable. Mais vous avez déjà fait une tour? On est en train de faire une tour de 15 étages, mais effectivement, c'est un peu une mode de construction classique, comme tu l'as dit. Les murs mitoyens, les noyaux d'ascenseur, les noyaux d'escalier qui, eux, ils sont vraiment continus à tous les étages, qui assurent encore une fois cette colonne vertébrale et qui assurent la stabilité du bâtiment. Et dans une tour comme ça, tu pourrais quand même enlever un mur porteur au milieu et le remplacer par un DIN. Alors, sous toute proportion, effectivement, si
ce mur a une fonction de stabilisation, là, effectivement, il y a des warnings qui s'enclenchent et puis peut-être que c'est effectivement pas possible parce qu'on contribue trop à affaiblir le bâtiment avec sa résistance latérale, notamment au sismique. Puis là, l'ingénieur il dit non, écoutez, c'est pas possible parce que vous faites trop de mal au bâtiment du point de vue sa stabilité horizontale. Et vous pensez à ça quand vous construisez ou pas? Bien sûr. C'est-à-dire que potentiellement, dans 30 ans, on va se poser des questions, on change la consommation du bâtiment, l'utilisation? Alors, on essaye en fait, quand on fait une bonne conception de bâtiment comme on a l'habitude de construire en Suisse, on essaye de faire des éléments stabilisateurs qui soient, en guillemets, des points fixes. On sait qu'on va très peu changer. Un mur mitoyen, alors ça se peut que d'un coup, un client achète 2 appartements pour les réunir. Ça, c'est possible aussi. Mais effectivement, on essaye que les points qui sont un peu difficilement transformables, comme une cage d'ascenseur, comme une cage d'escalier, a priori, celle-là, on ne va pas la modifier. Puis par contre, à l'intérieur d'un appartement, on essaye de mettre le moins de porteurs possible. Comme ça permet une certaine flexibilité finalement de transformation ultérieure ou laisser choix, quand c'est une nouvelle promotion, on promet à l'acquéreur de faire un peu sa disposition des pièces comme il le souhaite. Ça, c'est le travail entre l'architecte et l'ingénieur civil quand il conçoit un bâtiment, quand il doit l'étudier. À partir de combien d'étages on parle d'une tour en Suisse? C'est une bonne question. Je pense qu'on parle d'une tour à partir de 12 étages. On peut dire que c'est quand même une tour. Ouais. Ah ouais? Ouais. Okay. C'est pas très haut par rapport à ce qui se fait à l'étranger, mais en Suisse, un bâtiment de 12 étages, on peut quand même considérer comme une tour. Ouais. Ok. Mais ça, donc la tour à 15 étages, c'est quand même béton armé, normal. Voilà. C'est pas une construction métallique Non, okay. C'est une construction traditionnelle, effectivement. Ouais. Ok, d'accord. Et la limite de ça, c'est quoi? En hauteur, en nombre d'étages? Ou t'es obligé vraiment de... Il n'y a pas vraiment de limite. Après, il y a un coût de construire dans des grandes hauteurs qui ne devient pas vraiment rentable. Une certaine efficience. Alors déjà, on est limité par le coefficient de sol, la surface qu'on peut construire. Après, il y a aussi toute la partie réglementaire, la limitation de la hauteur des bâtiments. Mais du point de vue des matériaux, j'ai envie de dire, on dimensionne en fait les structures en fonction du nombre d'étages finalement. Ouais. Donc à Dubaï, les colonnes, elles font 1,50 m de diamètre, par exemple. Parce qu'il y a juste 800 mètres de bâtiments au-dessus, quoi. Et quand tu montes, ça se rétrécit. Ouais. Okay. Ça, c'est le rôle de l'ingénieur d'optimiser, en fait, que les structures, finalement, elles sont de plus en plus importantes au niveau du sol, là où les efforts sont les plus importants. Ok. Et en construction bois, par exemple, tu peux aussi, si je ne me trompe pas, à Fribourg, ils font une tour qui s'appelle la Tour Invictus. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Je connais pas le projet, mais maintenant, c'est plus une limitation, en fait. Avant, c'était un peu limité par l'aspect aussi sécuritaire, incendie. Mais maintenant, ces barrières, ils sont complètement sautées. Puis on peut construire effectivement des tours autant hautes finalement que celles construction traditionnelle maçonnerie béton armé. C'est les mêmes enjeux. C'est aussi du dimensionnement, en fait, de sections, de colonnes, de stabilisation. Et là, c'est les mêmes approches, simplement avec un matériau avec des caractéristiques différentes, qui est aussi un très bon, j'ai envie de dire, matériau de construction. Les premières constructions étaient en bois d'ailleurs. On n'a rien réinventé. C'était une matière première qu'on avait à disposition pour construire nos habitations. Et donc, on peut faire des tours en bois aujourd'hui? Sans problème. Okay. Sans problème. Ouais. Incroyable. C'est plus cher de faire ça en bois? Faut pas comparer plus cher, moins cher. C'est des approches différentes. Il y a d'autres approches que typiquement, si tu fais une approche avec un matériau léger comme le bois, peut-être tu vas économiser sur un système de fondation. Si tu es dans le cas d'un sol, par exemple, qui est mauvais, peut-être l'approche de construire en bois, elle sera peut-être plus intéressante qu'en traditionnel où tu vas te payer des fondations beaucoup plus importantes. Donc si tu compares matériau pour matériau, tu pourras toujours trouver des différences, mais il faut prendre un peu dans sa globalité, dans son approche, tu vois. Aussi, notamment du point de vue éco-responsable, la consommation, le bilan du bâtiment, qui est aussi une approche de plus en plus importante pour les maîtres d'ouvrage, pour la société en général. Et puis, l'approche du bois peut être aussi intéressante, même dans le cas des tours. Ok. Et donc, si une tour, c'est à peu près 12 étages, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tu considères le vent, quelle influence il a sur le bâtiment? Oui. Ou dès le départ, tu considères? Alors, dans tous les bâtiments, on doit être aussi vérifié au vent, mais après, effectivement, tu viens dans des analyses un peu plus poussées où, effectivement, le vent a son incidence sur le comportement du bâtiment, sur sa période de vibration. Si effectivement, tu as peut-être déjà été à la Tour Eiffel, au sommet de la Tour Eiffel, si tu es un peu sensible, tu sens que ça bouge. Voilà, donc effectivement, à partir de là, l'ingénieur civil, il doit prendre en compte différents paramètres que tu as moins, que tu ressens moins pour des bâtiments de tâches classiques où le vent n'a pas un grand effet typiquement sur la vibration du bâtiment. Mais oui, effectivement,
les analyses dynamiques du vent ou du sismique à partir d'un certain étage rentrent vraiment en compte et puis demandent des analyses un peu plus poussées. Incroyable. Pour continuer avec les matériaux, je passe sur la surélévation. Là, quelqu'un qui veut acheter un immeuble ou une maison, mais je ne sais pas si les questions sont les mêmes, mais par quoi il commence quand il veut surélever? Alors, on part du principe qu'il a déjà fait toutes les démarches pour savoir, s'il peut surélever, du point de vue, on l'a parlé avant, réglementaire. Est-ce qu'il a les hauteurs à disposition? Bien sûr. Est-ce qu'il a le coefficient de permettre une surélévation, donc par rapport à sa parcelle? On part du principe que toutes ces étapes-là ont été validées, a priori. Et qu'il a le financement. Et qu'il a le financement, exactement. Et effectivement, à partir de là, là, il y a la même approche. L'ingénieur civil va faire l'audit structurel du bâtiment existant, va faire son analyse, voir quel est son système de fondation, son système porteur, et va voir s'il peut justement supporter 2 voire 3 étages supplémentaires. Et ça aussi, une fois que cet audit structurel permet de valider que tout est en ordre, que les charges gravitaires sont OK, que du point de vue horizontal, charge sismique devant c'est OK, que les fondations sont OK, peut-être il nécessitera des mesures de confortement, renforcement de semelles, renforçant certains systèmes porteurs à l'intérieur de l'existant, peut-être de nouveaux éléments qui permettent de stabiliser. On peut toujours arriver avec des solutions techniques, on essaye toujours de les trouver. Une fois qu'on a fait tous ces steps-là, on peut valider techniquement que oui, on peut surélever. Puis effectivement, c'est un bras de levier assez intéressant pour des propriétaires parce qu'il a déjà le terrain, il a déjà la base, et puis il fait que de surélever. Donc effectivement, ça peut être une bonne utilisation d'une surface que de surélever les bâtiments. Et ça, c'est les problématiques qu'on a beaucoup dans les villes, notamment, où effectivement le prix du mètre carré est très élevé. Donc on cherche plutôt à densifier puis à monter en hauteur pour densifier en fait l'habitation. Dans le cadre de l'audit là, que tu fais sur le bâtiment, comment tu sais si tu vas pouvoir surélever, dans le sens où si tu dois vérifier les fondations, par exemple, tu fais quoi? Toi, quand tu vois un immeuble de loin, tu sais d'office comment les fondations sont faites ou pas? Non, c'est pas d'office, non, quand même. Surtout que la qualité du terrain, tu la connais pas forcément. Ouais, alors ça, effectivement, on fait des investigations, encore une fois. On fait des sondages dans le terrain. On fait des sondages dans le terrain. On essaye aussi de voir s'il y a des documents qui ont été édités lors de la construction, s'il y a des rapports géotechniques. Typiquement, je suis en train de faire une audit. D'un coup, on découvre que le bâtiment était fondé sur des pieux. Donc voilà, ça, c'est tout un peu un travail de recherche, d'analyse. C'est pour ça que, moi, en tout cas, je recommande aux propriétaires de conserver vos documents. Vraiment, ça a une vraie valeur de conserver les documents de construction. Dans 30, 40 ans, quand vous modifierez votre bâtiment, vous savez ce qu'il a dans le ventre. Et puis ça, c'est tout des économies que vous ferez, où justement, on évitera peut-être des investigations, des sondages, comme tu le dis, pour le sol. On doit creuser, on doit piquer, on doit voir comment sont fondés le bâtiment. On va peut-être faire des études complémentaires géotechniques pour voir la capacité du sol. Est-ce qu'il est bon, pas bon? Est-ce qu'on peut effectivement construire par-dessus? Puis après, ça, c'est des analyses, effectivement. On recharge le bâtiment. Est-ce qu'il va se tasser? De combien? Est-ce que c'est supportable pour la structure? Est-ce que c'est pas supportable? Est-ce que ça va engendrer des désagréments dans le bâtiment, des fissures, etc. Et tout ça, c'est le travail entre l'architecte, l'ingénieur civil et le géotechnicien dans ce cas de figure-là. Il y a quoi rapidement, il y a quoi comme type de fondation pour un immeuble? Alors, on a soit ce qu'on appelle des fondations, soit des fondations superficielles, typique une plaque en béton, ce qui s'appelle un radier général. Donc ça sert de support. On peut aussi avoir des fondations ponctuelles ou linéaires, juste une petite semelle en béton et le mur qui vient poser dessus. On peut aussi avoir dans les bâtiments des années antérieures à 50, le mur en lui-même faisait office de fondation. Un mur moellon, ce qu'on appelle du moellon, donc c'est la pierre, qui faisait 50, 60, 70 cm d'épaisseur, que tu trouvais dans les étages hors sol, continue simplement dans le terrain et qui ne possède aucun autre système de fondation qu'un empierrement, que le mur en lui-même, qui fait en fait l'assise de la fondation du bâtiment. C'est incroyable ça. Ouais. Et le dernier élément, c'est quand on est en présence de mauvais terrains, ce qu'on appelle des fondations profondes. Là, il y a plusieurs techniques. La plus connue, c'est celle qu'on appelle des pieux préfabriqués, pieux bétonnés, où en fait on fait des forages dans le terrain et on remplit ça de béton pour aller justement ancrer, diffuser les fondations sur une plus grande surface en profondeur dans le terrain. On parle d'une fondation profonde à partir de 5-6 mètres de profondeur, où on peut faire des pieux allant jusqu'à 40 ou 50 mètres de profondeur quand on est en présence de mauvais terrains ou de charges importantes. C'est-à-dire que la structure de l'immeuble va jusqu'à 50 mètres de profondeur. Ouais, exactement. C'est pour combien d'étages, ça? À 50 mètres, ça fait presque une quinzaine d'étages. Ouais. Donc c'est des pieux qu'on fore dans le terrain et qu'on remplit de béton pour aller vraiment finalement consolider le terrain qui ne remplit pas assez son rôle.
on consolide avec différents systèmes de fondation profonde pour assurer la descente de charge, puis éviter que finalement que le bâtiment s'enfonce, comme la tour de Pise, par exemple. Elle aurait nécessité des pieux. À refaire, si vous avez su. Ouais, mais elle n'aurait pas eu la notoriété qu'elle avait non plus. Incroyable. Ok. En plus de ça, à l'intérieur du bâtiment cette fois, typiquement quand tu fais une surélévation, il y a souvent, tu sais, dans les bâtiments à l'époque, par exemple des cages d'escalier trop petites, par exemple. Tu vois, qui faisaient 90 cm de large, ou 1 mètre de large, je sais pas. Le minimum, c'est quoi? 1m20 1m20, ouais. 1m20, ouais. Comment tu fais, ou quand tu surélèves, j'imagine que parce que vu que la cage d'escalier continue, je pense que c'est des trucs que vous devez en voir beaucoup, parce que juste que je pense, moi, il y a beaucoup de choses, mais et ça veut dire que tout ce que tu surélèves, tu dois t'adapter aux normes actuelles, j'imagine. C'est juste, pas faire basé sur les normes de l'époque. Oui. Mais ce qui est existant, tu fais comment? Quand une cage d'escalier est trop petite, et c'est compliqué de mettre une autre cage d'escalier sur une cage d'escalier existante. Ouais. C'est une très bonne question. Alors là, c'est les aspects plutôt sécuritaires liés à l'incendie. Effectivement, c'est largeur minimum de 1m20. Ça, c'est pour l'évacuation des personnes. Donc, qui permet d'évacuer les personnes, mais aussi qui permet au sauvetage, les pompiers en l'occurrence, de pouvoir monter. Pourquoi 1m20? En fait, ça vient de pouvoir venir avec une civière, en fait, pour pouvoir évacuer une personne blessée. Ça, en fait, les 1m20, c'est l'aspect réglementaire incendie. Et puis, c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas faire des escaliers en colimaçon, parce qu'effectivement, on doit pouvoir sauver les personnes en cas de problème, généralement l'incendie notamment, mais ça peut être aussi d'autres soucis dans un bâtiment. Mais en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'on a ces normes réglementaires pour l'évacuation des personnes. Et puis, c'est une très bonne question que tu as là. Effectivement, ça, c'est une discussion avec les autorités compétentes, de dire, OK, le bâtiment, il a une cage à 90. Est-ce qu'on peut déroger aux normes actuelles? Est-ce que vous acceptez? Puis ça, c'est une discussion avec les autorités compétentes en la matière. Est-ce qu'on peut garder quand même les 90 cm? Ça va dépendre de pas mal de paramètres, de pas mal d'échanges et de discussions, peut-être comme notamment le nombre de personnes. Si c'est peut-être un appartement de 5 appartements ou de 50 appartements, ça ne sera peut-être pas la même chose, la discussion. Mais au-delà de ça, peut-être c'est plutôt une opportunité de dire effectivement, on remet du point de vue sécuritaire des cages plus grandes, et puis peut-être justement l'opportunité, si on vient pour la partie structurelle, peut-être un noyau d'escalier plus important, on remet du point de vue sécurité incendie au goût du jour, et en plus on va utiliser cette nouvelle cage pour peut-être la stabilité du bâtiment et pour la surélévation et peut-être pour l'existant. On essaye toujours dans un projet d'amener une vraie plus-value, tu vois. Si on doit faire des renforcements, on essaye toujours d'apporter quelque chose de supplémentaire. Par exemple, un nouvel ascenseur, le bâtiment des années 60, peut-être il ne comportait pas d'ascenseur. On en prend une opportunité de projet, on fait un nouveau noyau d'ascenseur qui sert à la stabilisation du bâtiment et puis qui amène justement, qui permet de desservir et puis apporte une réelle plus-value aux copropriétaires des étages existants, en plus de ceux qui vont être surélevés, par exemple. Mais ça, encore une fois, c'est vraiment un travail de développement de projet entre l'architecte, l'ingénieur civil et les autres mandataires. Et si tu surélèves et que l'ascenseur n'est pas aux normes actuelles, tu dois le remplacer ou pas? Forcément. A priori, j'ai envie de te dire oui, mais chaque cas est particulier. Mais si tu as un ascenseur des années 50 et puis tu vas surélever 2 étages et tu vas rajouter beaucoup d'appartements, là, il y a une réelle question. Tu vois, est-ce que tu veux te conserver quelque chose qui est peut-être trop petit, qui n'est pas aux normes PMR, donc personne à mobilité réduite dans l'ascenseur, etc. Il y a toutes des questions qui se poseront. Mais effectivement, tout ça rentre dans la balance quand tu as un projet de surélévation, de ne pas négliger, entre guillemets, ces coûts cachés parce que tu surélèves 2 étages. Parce qu'effectivement, tu remets au goût du jour ton bâtiment, donc tu dois peut-être faire un refresh et un rappel de toutes les normes sécuritaires, accessibilité au goût du jour pour le reste de ton bâtiment, qui a forcément effectivement qui est un investissement, mais qui est un pari sur l'avenir pour ton bâtiment. Ok. D'ailleurs, les autres normes, c'est quoi? Avec qui vous travaillez, vous? C'est quoi? Il y a le feu. Donc, il y a l'aspect feu, il y a l'aspect aussi CVS, donc les chauffages, ventilation sanitaire. Effectivement, est-ce que les gaines existantes permettent de surélever le bâtiment? Est-ce que le moyen de production de chaleur est toujours conforme? Vous allez faire un volume chauffé, donc est-ce qu'il faut aussi changer sa chaudière? Donc ça, c'est aussi un des points importants. L'aspect thermique, effectivement, est-ce qu'on va remettre au goût du jour toute l'enveloppe du bâtiment? Parce qu'effectivement, si c'est un bâtiment des années 60, il ne respecte pas les mêmes exigences qu'actuellement. Donc est-ce qu'en plus de la surélévation, on assainit complètement tout le reste du bâtiment? C'est aussi un point important qui rentre en compte aussi dans l'estimation des coûts. Et puis l'aspect parasismique aussi au goût du jour, puisque les normes ont évolué au fil des années.
Et puis l'acoustique, par exemple, le bruit. L'acoustique Faut aussi, c'est un travailler bon ça. sujet, effectivement. Alors ça, c'est quelque chose de plus délicat, on dira, de remettre des appartements des années 60 avec les îlots acoustiques d'aujourd'hui est un peu plus délicat à mettre au goût du jour. Ça veut dire que peut-être tu dois remettre des épaisseurs et puis ça coûte vite cher. Donc effectivement, l'aspect acoustique, il peut être bien sûr un sujet, mais là, les moyens à disposition pour remettre avec les exigences actuelles sont beaucoup plus impactantes en fait. Donc généralement, on accepte le niveau d'acoustique comme ils sont en l'état en fait. Ça arrive souvent d'avoir des immeubles pour lesquels c'est impossible de surélever. À cause, je sais pas moi, de la structure existante ou des fondations existantes. Non, parce que j'ai envie de dire impossible, on pourra toujours pas. Mais après, la question, ça sera toujours quel est le coût. Quel En fait, prix, les moyens investis, parce qu'on pourra toujours trouver. On peut même imaginer, tu fais une structure qui passe à travers toutes les structures existantes pour pouvoir surélever. Tu vois, tu n'utilises même pas ta structure existante pour faire ta surélévation, par exemple. Mais là, ça aura des impacts énormes. Et puis là, tu auras des coûts complètement disproportionnés. Puis tu arriveras à la conclusion, OK, surélever 2 étages, ça me coûte trop cher, ça n'a pas d'intérêt, j'ai pas de retour sur investissement sur mes 2 étages, ou ce que je dois le vendre, ça sera beaucoup trop cher, hors du marché. Donc là, effectivement, peut-être parce qu'un bâtiment nécessite trop de mesures, là, tu arrives à la conclusion qu'effectivement, c'est disproportionné de surélever. Et quand tu surélèves, tu essayes d'avoir les mêmes matériaux que les étages inférieurs ou pas forcément? Non. Parce qu'on parle souvent de bois pour Oui. surélever. Pourquoi, en fait, à ton avis, on parle souvent de bois? C'est plus léger. Voilà, exactement. Ce n'est rien d'autre que ça, parce que le matériau, effectivement, est un matériau léger. Donc, effectivement, tu vas moins impacter tes structures existantes avec quelque chose de léger que de revenir avec du lourd comme une dalle en béton, par exemple. Mais des fois, dans certaines fois, on fait une surélévation aussi avec des dalles béton. Chaque projet est différent, mais c'est vrai que le premier réflexe, c'est de dire on fait du léger, comme ça, on est moins impactant sur les structures existantes. Ok. Et le préfabriqué, c'est un truc qui fonctionne bien aussi? Oui. Oui, alors il y a 2 aspects. Il y a l'aspect léger, puis effectivement, il y a l'aspect préfabrication. Pourquoi la préfabrication? Parce qu'on va aussi limiter l'impact sur le chantier, en fait. Souvent, les étages existants restent en activité, donc on voudra aussi limiter l'impact de la durée du chantier. Et pourquoi on préfabrique? On peut préparer en amont toutes les structures en atelier, et lorsqu'on arrive sur le chantier, on monte un Lego très rapidement, et puis comme ça, on a un impact plus court, puis aussi pour l'investisseur, c'est intéressant parce que du temps sur le chantier, c'est des loyers en moins. Donc on essaie de limiter aussi cet impact par de la préfabrication. C'est pour ça que généralement, c'est plutôt rare qu'on vienne avec un système conventionnel, comme des murs en maçonnerie ou béton armé, des dalles en béton. Passer un peu plus de temps, c'est un peu plus impactant pour l'environnement avec le bruit, etc., avec les propriétaires qui restent en place. Donc on veut plutôt préfabriquer, puis être léger, puis être rapide. Dans la surélévation d'immeubles d'habitation, tu as déjà donc gardé des habitants dans l'immeuble en surélevant? Ouais. Sans problème. Oui. Bon, l'attique, à un moment donné... Ou pas? Ah ouais? Comment tu fais pour l'attique avec un toit en... Il y aura un moment donné, effectivement, il y a des phases un peu compliquées où on met un nul étanchéité, des choses comme ça, où on doit faire le cordon ombilical qui lie. Mais effectivement, c'est possible. On a fait une surélévation d'un bâtiment administratif, qui était en l'occurrence la Poste. Et la Poste est restée en activité tout le temps. Et sur les 3 étages existants, on en a mis 5 de plus dessus. Avec le système de cadre de building, pour aller être plus rapide, plus léger. Et puis, on a fait juste des opérations d'un week-end pour juste consolider dans l'office postal, parce qu'on ne pouvait pas arrêter en fait, le fonctionnement de la Poste. Mais tu as tout ça pour se dire, oui, c'est possible. Ça nécessite de la planification, des mesures, une bonne gestion du chantier, mais c'est possible, ouais. C'est incroyable. Ça me paraît fou. C'est quoi les surprises que tu as en général dans une surélévation que tu peux avoir? Tu t'y attendais pas? Ouais. Alors les surprises, honnêtement, on essaye de les voir en amont. On ne peut pas arriver sur le chantier et puis dire « Oh purée, la structure, elle n'est pas comme j'imaginais ». Ça, on est déjà beaucoup trop tard. Donc effectivement, quand je parlais de faisabilité, il ne faut pas négliger cette phase. Oui, les propriétaires, promoteurs vont engager des frais d'investigation, mais j'ai envie de dire c'est un mal nécessaire. On ne peut pas se permettre d'arriver, de commencer à désosser quand les machines sont sur place, puis dire « Ouf, attendez, c'est pas comme c'est prévu », et puis on doit prendre d'autres mesures. Ça, on est déjà beaucoup trop tard, et puis ça, c'est des frais qui vont être très, très onéreux. Donc, on peut avoir des surprises, comme la qualité des matériaux, parce que quand on fait des sondages, on ne peut pas avoir sur toute la surface. On peut avoir effectivement peut-être des dégradations un peu supérieures de ce qu'on imaginait, mais ça, on peut le faire sur place. Mais par contre, on doit être sûr de ce que l'on fait, où on va poser les structures surélevées. Ça, on ne peut pas se permettre de venir à l'aveugle le jour du moment où on s'installe sur le chantier. Et typiquement, une surélévation comme celle de la Poste, on dit souvent dans le milieu de l'immobilier, je ne sais pas si c'est vrai, mais que
En général, quand tu surélèves moins de 2 étages, c'est difficile à rentabiliser quand tu fais qu'un étage. La différence de coût fondamentalement entre les deux, entre un étage et 3 étages. Typiquement la poste, là, tu surélèves 3 étages sur 2 étages, non, ou tu rajoutes 5 sur 3 étages. On rajoute 5 étages sur 3 Sur 3 existants. étages, voilà, Ouais, ok. ouais. Est-ce qu'ils auraient fait une surélévation pour un étage? Non, parce que, alors, comme tout propriétaire veut maximiser finalement, puis il va jusqu'au Oui. maximum du potentiel qu'il peut. Ouais. Puis ça, c'est dans la faisabilité, encore une fois. S'il peut surélever 5 étages, il va faire son plan financier. Ça me coûte quoi de mettre 5? C'est quoi mon retour sur investissement? J'ai quoi comme surface à disposition, etc. Puis il fait ses exercices. Pour répondre à ta question, peut-être une PPE de 4 étages, peut-être ça vaut la peine de faire un étage supplémentaire parce que, encore une fois, le règlement l'autorise. Puis de dire, OK, ça nous coûte combien de faire juste un étage? OK, c'est quoi mon retour sur investissement sur un seul étage? Parce que peut-être de faire un étage, une ossature simple en bois, c'est peut-être pas si onéreux que ça. La dalle de la toiture, elle est déjà présente. Tu refais l'étanchéité, tu refais un appartement. Puis finalement, ça te coûte que les coûts d'un investissement d'un appartement. Tu refais pas toutes les fondations, tu refais pas tout le système d'escalier, etc. Et peut-être ça vaut la peine. Donc, faut pas se limiter, minimum 2 étages, sinon ça vaut pas la peine. Chaque projet est différent, chaque cas est différent. Et effectivement, ça nécessite, encore une fois, une petite faisabilité, coût, finance, et puis investissement. Puis on voit si ça match. En fait, je pense que on dit qu'en dessous des étages, ça vaut pas la peine. Parce que moi, j'ai jamais surélevé un immeuble de 2 étages, honnêtement. Ni un, donc j'ai jamais fait les deux. Donc je sais pas dire, mais fondamentalement. Mais on dit souvent que en fait, si tu surélèves de 1 étage ou 2 étages, tu vas pas payer x1 ou x2. Tu vois, je veux dire, le coût global. C'est juste. Donc potentiellement, si tu payes 1,7 pour faire 2 étages à la place de 1 étage, c'est juste. Tu rentabilises beaucoup mieux. C'est juste, en fait, de ce que tu dis là, c'est ce qu'on appelle tous les frais d'installation de chantier. C'est juste un coût fixe, que tu fasses 1 ou 2, ils sont quasi les mêmes. Donc effectivement, c'est juste que tu dis, généralement, 2 étages n'est pas forcément 2 fois plus cher qu'un étage. Ça, je te rejoins un petit peu. Donc effectivement, c'est un calcul à faire, encore une fois. Mais je dirais, il faut prendre le problème par l'envers. C'est déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont la densité qu'on peut redonner à notre bâtiment, la hauteur que l'on peut faire? Et à partir de là, c'est de faire quelques études préalables, quelques ratios. Combien ça peut me coûter de refaire ça? Quels sont les enjeux? Et puis à partir de là, de voir si la convergence entre les coûts de construction et le retour sur investissement, il en vaut la peine. Est-ce que tu sais dire à la louche à peu près le coût par mètre carré de faire une surélévation comme ça, ou bien c'est vraiment impossible? Ou par mètre cube, je sais pas. Ouais, tu peux. Le coût général, il y a un chiffre qui ressort. L'habitation, je dirais. L'habitation, ouais. J'ai envie de dire, ça dépend de plein de paramètres où on se situe. Mais entre 900 francs et 1100 francs le mètre cube que tu construis, c'est déjà un bon ratio pour construire à neuf. Et après, il faudrait ajouter à ça. Ça, c'est si tu n'as rien besoin de faire. Après, effectivement, comme je l'ai dit, si d'un coup, tu dois remettre au goût du jour ton bâtiment, l'aspect sécuritaire incendie, l'aspect thermique, là, effectivement, ça, c'est d'autres frais, mais que tu aurais peut-être de toute façon qu'à un moment donné, ton bâtiment doit faire l'objet d'un assainissement. Donc moi, je conseille, si effectivement, il y a un assainissement qui est prévu, du point de vue thermique, du point de vue feu, posez-vous la question, est-ce qu'il y a un intérêt de surélever ou pas mon bâtiment? C'est le sujet de mon travail de diplôme, tu vois, mon diplôme fédéral. Je fais exactement ça. Comment est-ce que les PPE peuvent, en surélevant, rentabiliser les rénovations énergétiques? C'est un vrai problème. C'est un vrai problème, effectivement. De rénovation vide. Exactement. Mais après, effectivement, peut-être l'opportunité de surélever permet d'amortir un peu aussi les frais d'assainissement thermique ou autre du bâtiment. Parce que forcément, il y a de la surface supplémentaire, il y a des copropriétaires supplémentaires, donc ça partageait un peu les frais finalement à travers cet assainissement. Tu sais, je suis très content secrètement parce que on est d'accord, 900 à 1100 francs le mètre cube SIA 416. Hein. Ouais. Okay. C'est exactement ce que j'ai mis dans mon travail de diplôme, tu vois, par hasard. Tu vois, c'est pas si par hasard que ça. C'est ça que j'ai réussi. Est-ce que tu as en tête peut-être des ratios, des pourcentages que c'est souvent les mises aux normes, le sismique ou statique, le coût que ça représente dans le cadre d'une surélévation ou d'une rénovation globale? Je sais pas, ça doit être dur à dire. Mais... Non, mais typiquement l'aspect sismique que je connais un peu plus, des fois de remettre au goût du jour, on parle une fourchette très large entre 5 à 15% de la valeur du bâtiment. C'est quand même pas mal. Hein. Ce qui est beaucoup. C'est quand même pas mal. Ce qui est beaucoup. Alors ça dépend encore de la zone dans laquelle le bâtiment se trouve. Si on a comme le Valais, qui est l'aléa sismique le plus élevé, ça sera différent que si on est sur Genève, parce que l'aléa sismique il est moindre. Mais effectivement,
la mise au goût du jour, la remise sécuritaire du point de vue sismique, ça peut vite être beaucoup. Donc c'est pour ça que je te disais, on essaye toujours, au lieu de faire des renforcements qui n'apportent pas de plus-value, d'apporter une réelle plus-value. Comme je t'ai parlé, par exemple, un nouvel ascenseur, ou par exemple, d'agrandir latéralement. Par exemple, un agrandissement latéral du bâtiment peut permettre de renforcer sismiquement le bâtiment. Puis là, tu vas mettre des nouvelles surfaces, puis tu utilises cet agrandissement pour consolider ton bâtiment. Et tu vois, finalement, ce coût de renforcement, il vient de quasi nul parce que tu le mutualises avec un agrandissement de ta surface, par exemple. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire généralement pour limiter un peu l'impact de ces coûts de renforcement qui peuvent être vite significatifs. Mais pour un immeuble, c'est très très dur d'agrandir latéralement. Pas forcément. Peut-être qu'on ne le peut pas réglementaire parce qu'on est déjà en distance limite, effectivement. Mais ça s'étudie. Mais c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre, si l'on peut, encore une fois, pour limiter l'impact. Mais comme je t'ai dit, par exemple, de refaire une cage d'escalier qui est trop petite, on va réutiliser ce nouveau noyau pour renforcer le bâtiment. Puis là, de toute façon, tu aurais quand même dû refaire ta cage. Donc peut-être ce coût lié à la sécurisation sismique est un petit peu diminué parce que de toute manière, tu aurais dû faire ces transformations de ton ascenseur, de ta cage d'escalier, par exemple. C'est quoi les immeubles en général, quand tu les vois comme ça, qui peuvent créer le plus de problèmes? Typiquement, c'est quoi? C'est des immeubles posés sur des poteaux? Ou bien c'est des gros... C'est les vieux immeubles dans les vieilles villes? Ouais. Alors, je ne veux pas catégoriser les années parce qu'effectivement, il y a des bâtiments très anciens qui sont très bien construits, donc qui ne sont pas forcément vulnérables. Tu as des bâtiments très récents qui n'ont peut-être pas été considérés sismiquement, mais effectivement, tu l'as dit, le problème que l'on a du point de vue de la vulnérabilité des bâtiments existants, c'est ces bâtiments qui sont sur colonnes, notamment quand on a des affectations différentes. Au rez-de-chaussée, souvent, on peut avoir par exemple des galettes commerciales ou bien administratives. Et puis là, effectivement, on doit avoir le moins de murs porteurs possible, donc on met des colonnes. Puis dans les étages supérieurs, là, on a plus de murs porteurs, des murs mitoyens. Et donc en fait, le bâtiment, il se retrouve avec passablement de murs dans les étages supérieurs. Et puis on arrive au rez-de-chaussée, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un soft story ou un étage souple. Et puis en cas de séisme, effectivement, s'il n'y a pas suffisamment de murs quand même qui continuent, là, on peut avoir effectivement des risques de rupture en cas de séisme majeur où le bâtiment il se couche sur lui-même au niveau du rez-de-chaussée. On a déjà vu beaucoup d'exemples dans les pays qui sont à forte sismicité où on a ce problème de soft story, où le bâtiment se couche littéralement au niveau du rez-de-chaussée. Donc il ne faut pas acheter dans les immeubles... Non, il faut avoir un œil ouvert et puis effectivement demander conseil à un expert. Ah, bien sûr. Tu as déjà eu un cas où c'est quoi les travaux les plus délicats que vous avez fait en termes de structure? Moi, j'ai déjà vu des travaux de fous, du genre, ils creusent sous le bâtiment, et le bâtiment où j'ai déjà vu ça avec un chalet, et puis là, potentiellement avec une grange, en fait. Oui. Et la construction à l'intérieur d'une grange. Oui. Mais ils font un sous-sol. Donc, ils vont devoir faire tenir la grange sur 4 petits morceaux de terre, comme ça, creuser dessous. Ouais. Ça me paraît tellement improbable que ça tienne. Ouais. Moi, en fait, vous faites des miracles. Alors effectivement, on peut, comme tu disais avant, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire? Effectivement, on peut faire beaucoup de choses. Et effectivement, ce que tu dis là, ce qu'on appelle les travaux de reprise en sous-œuvre, où on évite le bâtiment par-dessous, soit pour construire par en bas, soit pour abaisser des choses, soit pour pouvoir surélever aussi. Des fois, on surélève des toitures. On prend des toitures existantes, puis on la vérine. On prend des vérins hydrauliques, et puis on surélève. Puis après, on remet une structure dessous pour la reposer. Puis le bâtiment, il a pris 1,50 m de hauteur. Pour éviter de trop remplacer, on peut aussi surélever juste en surélevant avec ce qu'on appelle des vérins. Et la même chose par-dessous. Ouais. Vous faites quoi? C'est-à-dire la charpente, vous la surélevez avec des vérins? Exactement. Ouais. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Mais en quelques heures, en fait, c'est pas des gros travaux. En quelques heures, on place plusieurs vérins qui sont commandés avec un système hydraulique. Et puis, on monte petit à petit, on ajuste. Et puis, une fois que la structure existante est la hauteur que l'on souhaite, on revient par-dessous, puis on recomble avec une nouvelle ossature. Puis n'importe quelle charpente bois, vous pouvez faire ça? À peu près. Ah ouais? Mais mais c'est incroyable. Mais ça coûte pas trop cher, ça, alors? Non, ça, c'est vraiment pas... Et ça coûte bien moins cher que de démonter et reconstruire plus haut. Bah ouais. Si la structure est saine, si elle n'a pas de dégradation, pourquoi enlever pour simplement construire plus haut? On la conserve et puis on la surélève. Ouais. C'est fou. Mais les vérins, vous les posez sur quoi? Sur la structure existante, qui vient plaquer dessous, puis après on remonte, puis après on recale, et puis on relève à l'altitude. Ouais. C'est incroyable. et entre deux, vous faites quoi? Vous mettez quoi? On complète avec soit une nouvelle paroi, une ossature bois, ou pas forcément du béton, aussi du bois. S'il y a du bois dessous, pourquoi pas des ossatures qui peuvent venir préfabriquer, puis qu'on cale dessous pour faire les nouvelles façades, les nouvelles murs porteurs intérieurs.
et puis on recale la nouvelle ossature avec la hauteur définie de la toiture. Mais ça marche pour des maisons, ça. Maison, immeuble, tout Pour type des immeubles. Ouais, aussi. Bah, Mais si c'est t'as plutôt une cage rare. d'escalier. C'est plutôt rare qu'un immeuble a une structure traditionnelle. Ça arrive, mais les bâtiments anciens, on peut l'avoir. Mais oui, c'est pas limitant villa ou bâtiment. Ok. Donc il faut une charpente bois saine. Voilà. Si elle a une valeur intrinsèque, Ok. ça n'a rien besoin de la démonter. Si effectivement, typiquement des combles très bas, puis qu'on peut exploiter ces combles, tu Justement, parlais ouais. d'un niveau avant, bah, si effectivement il y a des combles pas exploitables parce qu'il y a à peine 1 mètre dessous, bah, si encore une fois le règlement le permet, de remonter d'1 mètre à 1,50 m, puis redéfinir des combles, ça se fait aussi régulièrement dans des bâtiments de 2-3 étages, bah, on réaffecte les combles avec un nouvel appartement, puis j'ai envie de dire à moindre frais, quoi, finalement. Parce que Oui, mais tout ça, est là. C'est incroyable ce que tu me dis. Non, mais parce que je te donne l'exemple du travail de diplôme que j'ai fait. J'ai pris un exemple qui est à Sion. Et c'est un bâtiment très bien placé, centre de Sion. C'est vraiment top. Puis les copropriétaires ont un potentiel d'aménagement des combles. Et sauf mais ils ont fait un devis pour refaire le toit. Et c'est 500 000 balles. Bah, voilà. Mais ça coûte une blinde. Oui. Un demi-million juste pour refaire le toit. Juste, ouais. Puis ce même toit peut être conservé, en fait, finalement. Bah ouais, potentiellement. Ouais. Potentiellement. Et donc, si tu peux le surélever, mais après, moi, ça me paraît tellement improbable de faire ça. Mais si tu as un ascenseur, ouais. tu as quand même la cage d'escalier de l'ascenseur, enfin, tu as la cage de l'ascenseur qui va vraiment jusqu'en toiture, non? Ouais, en principe. Qui sort même de la... Des fois, ça sort de la toiture, ouais. Bah, ça, c'est pas le problème de le prolonger, en fait. Ce qu'on redéfinit, ça s'appelle les arasés, on les découpe, puis on prolonge avec la nouvelle hauteur des combles, finalement. On prolonge une cage d'ascenseur, ça, c'est pas insurmontable non plus, en fait. C'est incroyable. J'aurais dû faire ingénieur civil. C'est passionnant. En fait, on cherche dans le milieu si jamais on recrute. Non, mais c'est passionnant. Bon, magnifique. Du coup, c'est quoi les travaux d'envergure les plus délicats que tu as fait? Un exemple. C'était dans un... Où il n'y a jamais rien qui est tombé à ce stade. Oui. C'était dans un bâtiment public, c'était une école où en fait on a dû construire par l'envers. En fait, le bâtiment, il tient seulement quand le bâtiment est fini. Sans aller dans les détails, en fait, ce qui tenait le squelette du bâtiment, c'était les murs des couloirs qui formaient les 4 étages. Et puis finalement, pour que ça fonctionne, il fallait que les 4 étages soient montés. Puis provisoirement, dessous, il y avait une salle de gymnastique. Et en fait, on a mis ce qu'on appelle ces voiles, avec des colonnes provisoires posées justement sur des vérins. Ces colonnes ont été mises en place, on a monté le bâtiment. Et tout à la fin, mais seulement tout à la fin, on a pris ces vérins, on a pris ces colonnes, puis on les a redescendus. Et ça, comme moment d'ingénieur, c'est un peu, flippant. Je me rappellerai toujours, là, comme souvenir d'ingénieur, il y avait les techniciens justement qui géraient l'hydraulique de ces vérins, puis qui commencent à descendre la pression, puis en fait, les millimètres descendent pour abaisser ces colonnes. Puis les gars, tu vois, c'est leur quotidien, toi. Mais toi, tu as eu plusieurs mois, voire années d'études pour être sûr de ton coup. Et puis tu vois les gars qui enlèvent les manomètres, là, qui descendent la pression, puis tu vois les vérins qui descendent, puis tu es là, tu regardes si tout se passe bien, qu'il n'y a pas de craquement dans le bâtiment, puis en fait, tu retransfères les charges à travers ces voiles sur les colonnes de façade, et puis ça a super bien fonctionné. Mais ça, c'est des moments forts d'ingénieur, ouais. Extraordinaire, ok. Bon, magnifique. Bon, troisième sujet, une vieille bâtisse qu'on rachète et qu'on recommence à zéro. Là, c'est à quoi qu'il faut faire attention là? Tu dis avant peut-être même d'acheter? Ou si tu as déjà acheté la bâtisse? Parce que ça, c'est la bonne question. Avant d'acheter. Justement, t'hésites. Tu te dis, j'en ai aucune idée en fait ce que je dois faire. Ouais. C'est une vieille baraque. Alors, il y a plusieurs aspects dans un achat immobilier. Il y a aussi l'aspect coup de cœur qui rentre en ligne de compte, l'aspect de l'environnement, du lieu, du contexte, etc. Mais si effectivement, s'il y a un doute, surtout plutôt, qu'est-ce que ça va me coûter? C'est peut-être ça la bonne question finalement. Parce que comme je t'ai dit, on peut à peu près faire tout ce que l'on veut, mais après, à quel coût? Donc effectivement, s'il y a un doute, encore une fois, je pense l'expertise d'un architecte qui peut déjà faire un peu un audit général du bâtiment, seconde œuvre, grosse œuvre aussi. Puis s'il a des doutes, il fait intervenir l'ingénieur civil, puis effectivement, il fait un audit structurel. Il dirait qu'effectivement, la structure, elle est saine, ou elle n'est pas saine, ou il y a des détériorations, ou de vous rendre attentif. Effectivement, c'est possible, mais soyez conscient qu'il faudra peut-être consolider votre bâtiment, prendre des mesures. Et puis ça, c'est des coûts finalement qui ne vont pas amener de plus-value à votre bâtiment juste pour remettre en ordre la structure de votre bâtiment. Et puis ça se fait sous forme d'audit et d'expertise. Et puis là, effectivement, le professionnel se rend sur place, il fait des analyses, s'il a des doutes, il fait des investigations. Puis après, il rend son rapport, puis il dit oui,
attention, c'est possible, mais il y aura ci, ça à faire avant de pouvoir construire quelque chose de dessus. Dedans. Et quand tu fais des mises aux normes ou bien des corrections sismiques d'un bâtiment, en gros, tu dois faire des murs à côté des murs. Par exemple. Je sais pas, je dis ça aléatoirement, mais mais c'est juste, ouais. Si c'est comme ça que ça bouge. Oui. Il y a plusieurs techniques de renforcement. Effectivement, la plus simple, c'est qu'effectivement, on revient avec des nouvelles parois. Ça, c'est le plus classique, à l'intérieur du bâtiment. Et puis, ces nouvelles parois viendront consolider l'existant. Si l'existant n'est pas suffisamment, ne présente pas assez suffisamment de résistance. Donc, il y a le renforcement au moyen de nouveaux murs. Mais par exemple, dans la maçonnerie, on a d'autres approches, comme des matériaux composites. La marque du Kevlar, par exemple, c'est de l'aramide. On peut appliquer ça sur la maçonnerie pour redonner une meilleure résistance à la maçonnerie. Ça, c'est aussi possible. C'est des techniques moins invasives. On vient, on décrépit, on applique ce produit, ce tissu composite, ce qu'on appelle, et puis ça renforce, ça consolide ton mur en maçonnerie ou en moellon pour lui redonner la résistance qu'il n'a peut-être pas suffisamment pour assurer sa stabilité sismique. Mais c'est quoi? C'est une couche d'un... Ouais, exactement. C'est comme un tapis, comme le Kevlar ou le carbone. Il y a plusieurs types aussi qu'on utilise dans la construction pour consolider de manière plus ponctuelle les structures existantes. Et ça, c'est pour sismique, ça? Ça, c'est pour le sismique, notamment. Ouais. Le statique, c'est quoi? Tu dois rajouter des autres murs qui portent? Voilà, exactement. On remet des nouvelles colonnes, des nouveaux murs, des nouvelles parois si on doit refaire des planchers ou autres à l'intérieur, effectivement. Et comment t'expliques, je pense à ça maintenant, mais les granges en montagne, en Valais, je trouve toujours incroyable comme elles tiennent, ces granges. Typiquement, les granges qui ont ces pierres à souris, là. Ouais. Tu sais, ils sont posés dessus, et dessous, tu as l'écurie, dessus, tu as la grange. Et ces machines, elles ont, je sais pas, 300 ans. Ouais. Elles sont là depuis 300 ans, ça n'a jamais bougé. Et pourquoi c'est les meilleures constructions, à ton avis? Solide. Je sais pas, alors soit parce que c'est ultra léger et petit, soit je sais pas. Ces pierres, comme tu dis, effectivement, pour éviter que les rongeurs viennent manger en fait la récolte, ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, c'est l'ancêtre des isolateurs sismiques. Peut-être tu as entendu, c'est surtout au Japon, des pays à forte sismicité. Certains bâtiments, on les met sur des amortisseurs, en fait. On les isole du sol pour que quand il y a un séisme, en fait, ça les absorbe. Tu vois? Et puis, on transmet pas les ondes sismiques à travers le bâtiment. Et les masos que tu parles en Valais, finalement, c'est à peu près ça. On fait des isolateurs, en fait, ça fait un peu un point de pivot, puis ça absorbe l'énergie. Et puis, effectivement, alors les masos, ils font 1, voire 2, maximum 3 étages, très légers. Le bois très souple. Il a des modules très bas, des modules d'acité très bas. Et puis, effectivement, ces pierres jouent leur rôle en fait, d'isolateur sismique. Donc, c'est pour ça qu'à maso, il n'y a pas trop de risque du point de vue sismique. C'est incroyable. Je suis pas sûr qu'ils avaient pensé à ça. Ils n'avaient pas pensé à ça, nos constructeurs de l'époque, mais ils savaient bien construire. Mais pourquoi on ne fait pas ça avec des immeubles en Valais alors? Ouais, alors là, c'est d'autres techniques. Hein. On pourrait plus construire comme les masos. Enfin, on a la technique des madrilles. Oui, alors pour répondre, on n'a pas une sismicité qui permet de construire comme ça parce qu'encore une fois, ça coûte cher, ça. Ouais. Mais par contre, il y a un bâtiment en Valais, un centre d'urgence qui est fait sur ce système-là, une boîte dans la boîte. Et en fait, ils ont mis des isolateurs. C'est un centre de secours qui, lui, en cas d'événement majeur comme un séisme, doit rester en activité. Donc, on ne peut pas avoir de dommages dans la structure. Donc là, ils ont fait ce choix-là du centre d'intervention pour la gestion de crise, des pompiers, de la police, du centre d'intervention du 144. Ils ont vraiment mis ce bâtiment sur des isolateurs sismiques. Ça, c'est pour des bâtiments particuliers. Pour des bâtiments neufs de logement, ça ne vaut pas la peine. Ça serait beaucoup trop cher, en fait, pour construire ça. J'ai envie de dire, avec des simples murs en béton armé qui sont continus de bas en haut, ça coûte quasi pas grand-chose. Pour donner un exemple, une construction parasismique neuve en Valais, qui est bien conçue, ça coûte que 0,5% du coût du gros œuvre. Donc quasi zéro, tu vois. C'est pratiquement gratuit de construire parasismique avec un système constructif traditionnel. Mais aujourd'hui, tout se construit en parasismique, oui, bien sûr. Oui. C'est quoi les plus mauvaises années en termes de sismique et de statique? Est-ce que ça dépend purement du type de construction du bâtiment ou bien il y a des années où quand même c'était pas incroyable? Non, je veux pas dire tel bâtiment de telles années sont beaucoup plus vénérables, on a moins bien construit dans ces années-là. Il y a une évolution des matériaux où avant les années 50, comme je te disais, c'était plutôt ce système de moellon avec des planchers bois. Après, on a migré dans les années 40 ou plutôt, les années plutôt 50, avec des murs en maçonnerie, avec des planchers en dalle béton préfabriqués. Donc là, on a commencé à diminuer un petit peu les épaisseurs des murs pour gagner en surface finalement. Ça, on a beaucoup construit dans les années 60 à 80-90 avec ce système constructif-là.
Et puis, les années 90, 2000, avec un système qu'on connaît aujourd'hui, de la maçonnerie, du béton armé, avec des dalles en béton armé, avec ce nouveau système constructif-là, enfin, actuel. Donc, il ne faut pas dire que tel bâtiment de telles années est plus vulnérable et mauvais. Ça dépend de cas en cas, ça dépend de beaucoup de paramètres, en fait. Donc, il ne faudrait pas mettre en exergue que les bâtiments des années 60, c'est surtout le pire investissement. Il ne faut pas jouer à ce jeu-là, en fait. Chaque projet, chaque construction est différente. Et puis, les bâtiments des vieilles villes, si je prends la vieille ville de Sion, par exemple, à Lausanne, c'est pareil, ou Genève, c'est égal, qui sont des immeubles avec des murs qui font 1 mètre de large, très, très vieux. Ça, c'est du solide, ça. Ceux-là, ils sont généralement moins vulnérables, effectivement. Comme tu dis, ils ont des murs épais. Généralement, ils n'ont pas forcément des grandes ouvertures. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont très costauds, finalement. Et puis, en fait, du point de vue sismique, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est qu'ils ont beaucoup de masse dans les murs, puis peu de masse dans les surfaces horizontales, comme les planchers, c'est du léger. Il y a juste un élément qu'il faut faire attention, enfin, qui peut être un signe un problème de ces bâtiments vulnérables, c'est qu'on a vu, comme des séismes à l'Aquila, en Italie, ces bâtiments moellons, ils ont un problème, c'est qu'en cas de séisme, des fois, ce qu'on appelle une rupture hors plan. C'est-à-dire que le mur, en fait, il s'éventre, qu'il se couche parce qu'il est partenu justement par les planchers. Si les éléments du plancher, les solives, elles ne sont pas suffisamment ancrées et fichées dans la maçonnerie, en cas de séisme, il y a le pont du mur qui tombe. Ça peut être des fois un peu problématique. Ça aussi, c'est quelque chose que l'on vérifie quand on fait une analyse sismique d'un bâtiment ancien. Wow. Mais pourquoi on a arrêté de construire comme ça après c'est purement pour des questions de coûts? Oui. Ou dans les années 60, 70, c'est purement économique, ça? Surtout aussi de coûts, de moyens à mettre en œuvre. Et puis surtout aussi, maintenant, on peut construire avec des systèmes porteurs qui font 20 cm contre 60 avant. Mais maintenant, on revient un peu avec aussi, si tu fais tout le complexe que tu dois mettre en place une façade entre l'isolation, le mur porteur, on revient à des 40-50 cm d'épaisseur, comme les vieux murs en moellon qui étaient finalement une monocouche, mais qui servaient et de porteur, et de thermique, et d'acoustique à l'époque. Bon, super. Est-ce qu'il y a des quick wins pour la statique et le sismique? J'entends par là des petits tips rapides pour quelqu'un qui achète justement un tout vieux bâtiment. Typiquement, je sais pas, pour la rénovation énergétique, par exemple, tu vois. Et changer les fenêtres ou alors mettre des détecteurs pour la lumière, ce genre de choses. Ça existe aussi pour la structure d'un bâtiment, ça? Au lieu de tout remplacer ou de faire des travaux d'envergure? Ouais, encore une fois, il n'y a pas de solution toute faite. Chaque construction a sa spécificité. Et puis là, je vais me répéter, mais il n'y a que, entre guillemets, le professionnel, l'architecte, l'ingénieur civil qui pourra vous donner. Il n'y a pas de solution toute faite, puis qu'on peut appliquer partout, puis qui a moindre frais. Mais par contre, encore une fois, choisissez bien votre ingénieur, votre architecte, regardez les références qu'il a eues précédemment. Puis encore une fois, finalement, ces conseils vous permettront d'économiser forcément sur vos frais de transformation. Et c'est là ce que je peux donner comme conseil. Entourez-vous bien de bons professionnels qui ont la compétence, qui ont les références. Et puis, grâce à leurs bons conseils, ils vous feront finalement économiser quelque chose plus tard. Et puis, quelqu'un qui achète un vieux bâtiment comme ça, il faut faire venir un ingénieur civil et faire un rapport. En gros, c'est ça que vous faites? C'est ça, ouais. Ok, pour dire ce qu'il faut faire. Voilà, ouais. Ok, d'accord. Ça coûte cher, ces rapports, pour les gens, une maison individuelle? Un bon conseil ne coûte pas cher. T'es bien placé pour le dire, ou bien? Ok. Je voulais venir sur l'assurance parasismique, parce qu'on entend beaucoup parler de ça. Alors, particulièrement en Valais, parce que, mais aujourd'hui, les gens, de manière générale, en parlent pour les immeubles des années, surtout pour les immeubles en PPE qui n'ont pas d'assurance parasismique. Oui. Parce que, déjà, dis-moi si je me trompe, mais l'assurance ECA cantonale, du coup, qui n'existe pas en Valais à Genève, mais pour les autres cantons, n'intègre pas systématiquement exactement. Parasismique. C'est juste. Okay. Ouais. Comme les assurances privées en Valais et à Genève. Pas systématique. Voilà. Il faut en faire la demande. Les banques, je ne sais pas dire si elles le demandent. C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr qu'elles peuvent l'exiger. Non, je ne crois pas. Moi, je n'ai jamais eu la question. Dans aucun financement. Donc, je ne sais pas dire. Mais je ne pense pas. Ou peut-être que les gens ne sont pas assez sensibles à ça. Enfin, je ne sais pas. C'est quoi ton avis d'ailleurs de professionnel là-dedans, par rapport à ça? Alors, pour la partie qui nous concerne en Valais, nous, on a une loi qui date de juillet 2004, qui est inscrite dans la loi des constructions, qui effectivement, toute construction, lors de sa mise à l'enquête, elle doit faire l'objet d'une analyse parasismique. Nous, les acteurs de la construction, on a des normes. Les normes SIA, donc la norme des sociétés, des ingénieurs et des architectes, qui régit tout ça. Mais le canton du Valais a été plus loin,
a dit, en plus que vous devez appliquer les normes, nous, on veut vérifier que vous les appliquez bien. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est venu dans les mœurs, j'ai envie de dire, pour les constructeurs, pour les propriétaires, qu'effectivement, il y a cette approche du risque sismique. Et donc, il y a une certaine sensibilité. Alors effectivement, pour les bâtiments qui ont été construits avant cette loi qui a été en vigueur en 2004, il ne faut pas non plus conclure que ma construction, elle va tomber à la moindre secousse. Il ne faut pas donner ce discours-là. Par contre, effectivement, si le propriétaire s'en inquiète de est-ce que ma maison, mon bâtiment est vulnérable ou pas, là aussi, il faut passer par une audit. Et puis là, ça, c'est le rôle de l'ingénieur parasismique. On vérifie, puis on détermine son niveau de vulnérabilité sur une échelle, en fait. On vérifie sa résistance par rapport à sa sollicitation sismique. Puis à partir de cette échelle-là, on dit si c'est vulnérable ou pas vulnérable. Un peu comme le CECB, est-ce que dans quelle classe énergétique on se situe? On fait un peu le même parallèle du point de vue sismique. Est-ce que mon bâtiment il est très vulnérable? Est-ce qu'il est moyennement vulnérable ou est-ce qu'il est OK? Et puis c'est ça que je peux aussi donner comme conseil d'un propriétaire, peut-être avant d'engager une assurance sismique de son bâtiment, finalement, est-ce que mon bâtiment il est vulnérable ou pas? Et ça, je pense, c'est la première question à se poser. Ça, personne parle de ça. Personne parle de ça. Vous dites ça aux administrateurs de PP, pour les immeubles en Oui, PP? on le fait souvent. Alors ça, on fait souvent on fait souvent des présentations auprès des PP. Voilà, ça coûte. Alors effectivement, cette audit coûte un peu d'argent, mais certains administrateurs sont sensibles, d'autres moins. Et puis d'autres, OK, on prend une assurance. OK, sans savoir si effectivement c'est risqué ou pas risqué. Mais je ne veux pas mettre en confrontation est-ce que c'est bien ou pas de prendre une assurance sismique. Je peux juste dire, vérifiez bien quels sont les termes de votre assurance sismique. Qu'est-ce que ça couvre? Parce que peut-être je me trompe, mais je ne suis pas sûr qu'une couverture d'assurance sismique, typiquement si vos vitrages se rompent en cas de séisme, je ne suis pas sûr que ça c'est couvert. Donc ça, il faudrait poser la question à votre assureur. Si j'ai des fissures dans mon mur, mais que le bâtiment, sa sécurité est toujours intacte, je ne suis pas sûr qu'ils vont vous réparer les fissures. Donc il faut vraiment voir qu'est-ce que votre assurance vous couvre avec cette assurance sismique-là. Ça, c'est aussi un point important peut-être. Finalement, j'assure quoi? Parce qu'EPISA, justement, ça c'est important de bien discuter avec votre assureur. Mais même l'assurance, elle ne demande pas de rapport spécifique. Non. Parce que je trouve fou, si tu me dis qu'il y a... Moi, je ne savais même pas ça, mais si tu me dis qu'il y a des bâtiments qui ne sont pas du tout exposés à un risque sismique, des bâtiments qui sont un peu exposés, des bâtiments qui sont très exposés. Ouais. Je veux dire, pour moi, la police d'assurance, elle a quand même, tu vois, elle doit changer. Ouais. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait je veux pas parler. Je veux pas parler pour les assurances, mais sauf erreur de ma part, ils assurent une valeur du bâtiment avec un risque et point. Que le bâtiment il soit construit parasismique ou pas parasismique, peut-être que je me trompe. Les assurances pourront répondre, mais qu'ils assurent finalement en fait une somme d'assurance et puis d'un risque. Et puis pour moi c'est ça. Et j'ai eu des discussions avec des assureurs, effectivement eux-mêmes c'est un peu la zone d'ombre parce que ils assurent quelque chose d'un risque en fonction. Alors je pense qu'il y a la situation géographique. Je pense qu'en Valais effectivement la police d'assurance du point de vue sismique sera peut-être un peu plus élevée qu'effectivement dans d'autres cantons par rapport à ce risque sismique. Mais après le type de bâtiment et est-ce qu'il est vulnérable ou pas, à ma connaissance je ne crois pas que les assurances le demandent. Ça me paraît fou, ça. Ouais. Et je dis aussi un autre point, demandez à votre assurance la valeur de la franchise. Parce que les premiers 1000 francs sont à la charge du propriétaire. Et demandez quelle est la valeur de la franchise et quelle est la temporalité de la franchise. Parce qu'en Valais, on sait qu'on va avoir un événement majeur. Le dernier, il a eu lieu en 1946. On a eu des séismes importants chaque 100 ans. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera pile à 100 ans. Ça peut être avant, ça peut être après. On ne sait pas quand le séisme va venir. Mais par contre, vérifiez aussi quelles sont les clauses de cette action de la mise en application d'une franchise. Parce que le dernier séisme de 1946, on a eu plus de 500 répliques qui ont duré une année. Alors, dans une moindre mesure, mais ça a duré encore une année, les répliques. Donc, effectivement, dans quel cas et dans quelles conditions la clause de la franchise va rentrer en vigueur et s'appliquer. Parce qu'il y a plusieurs dizaines de mille, s'il y a plus de 500 répliques, ça peut faire beaucoup de franchises. 500 fois 50 000 balles. Voilà. Donc à la fin, il reste peut-être plus grand-chose. Mais là, c'est quelque chose que je connais moins, les polices d'assurance du point de vue sismique. Donc voilà. Encore une fois, demandez un conseil, une audit, puis vous savez finalement quel risque vous assurez ou pas. Mais en 1946, il y a eu un tremblement de terre pendant 1 an. Il y a eu des répliques. Il y a eu des répliques, il y a eu plus de 500 répliques. Ouais, mais 500 répliques, c'est 2 fois par jour. Ouais.
Mais des c'est répliques, beaucoup, quoi. il y a eu le Big One, enfin le premier choc, ils estiment à une magnitude de 6,1 sur l'échelle de Richter. Et après, il y en a eu deux autres assez importants de 5,3 et 5,2. Après, c'était des plus petites répliques, tu vois. Ok. Une fois qu'il y a la fracture qui se fait dans la faille, après, ça tend à diminuer. Les répliques, après, sont de moins en moins importantes. Mais Vous savez quel cas il y a eu pour ça? oui, alors en fait, il y a eu, heureusement, on dira, très peu de victimes finalement en 1946, parce qu'en 1946, on était encore sur les coteaux. Comme tu le sais, le Valais, il est à la plaine du Rhône, d'accord? Et en 1946, tout était construit sur les coteaux, sur la roche, sur le substrat rocheux. Et en fait, il y a eu très peu d'impact parce que finalement, sur le rocher, ça peut être paradoxal, mais finalement, l'accélération est moindre, l'effet ressenti d'une construction sur le rocher est moins ressenti que sur la plaine du Rhône. Pour donner un exemple, tu prends un bol de verre, tu mets du pudding dedans, puis tu secoues le bol de verre. Ça, c'est le séisme qui arrive, tu vois. Tu secoues le bol de verre. Tu es d'accord que quand tu arrêtes de secouer le bol de verre, lui, il s'arrête de bouger. Par contre, le pudding dedans, il bouge encore. Et ben ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de site, c'est ce qu'on aura dans la plaine du Rhône, en fait. La plaine du Rhône, c'est une cuvette qui est remplie de sédiments lors de la dernière glaciation. Et puis, en fait, cette couche, elle va générer une sollicitation sismique beaucoup plus importante que ce qu'on a sur le coteau. Et puis, l'amplification du séisme sera beaucoup plus importante sur la plaine du Rhône que sur le coteau. Et ben, comme tu le sais, depuis 1946, on a investi la plaine du Rhône parce qu'on a drainé le Rhône, on a dompté le Rhône, on a asséché la plaine du Rhône pour l'industrialiser, pour se loger. Et puis on sait que le même séisme qu'on a eu en 1946, malheureusement, il fera beaucoup plus de dégâts et de victimes parce que l'être humain, enfin parce que l'homme a construit sur la plaine du Rhône. Bon. Mais merci pour les explications. c'est ce qu'on explique en tant que professionnel, c'est un risque. Tous Ouais. les jours, on prend des risques. On sait que le risque sismique est un risque en vallée, comme on a eu ces dernières... il y a eu des exemples dramatiques comme à Blatten. On sait que la géologie, le changement climatique est un risque, les inondations sont un risque, le séisme est un autre, qu'effectivement c'est quelque chose que on sait qu'en vallée, il va venir ces prochaines années. Et à 6.2, ça descend dans un bâtiment, ça ou pas? Pas forcément. Alors les bâtiments que l'on conçoit sont faits pour dimensionner à cette magnitude-là. On ne fait pas vraiment une corrélation avec la magnitude, mais le séisme de dimensionnement en vallée correspond plus ou moins à une magnitude de 6 sur l'échelle de Richter. On dit plus ou moins parce que ça va varier de beaucoup de paramètres. La profondeur du séisme, s'il est très profond dans le substrat ou s'il est en couche superficielle, ça ne fera pas les mêmes intensités sur les bâtiments. Donc, mais effectivement, ça ne va pas forcément se coucher. Okay. Pour les bâtiments qui sont conçus de point de vue parasismique. Et ce qu'on dit aussi, l'objectif premier d'un dimensionnement parasismique, c'est que finalement, le but, encore une fois, premier, c'est de sauver les vies humaines. On veut qu'en cas de séisme majeur, comme le Big One, comme on l'appelle, on veut que les gens puissent sortir de leur bâtiment. Et puis après, si le bâtiment il est très détruit, si on doit le raser, on le rase. Donc on dit c'est aussi important. En fait, c'est pas le séisme qui tue, c'est la construction qui malheureusement fait des victimes. Parce qu'un séisme au milieu du Sahara, il va faire 0 victime. Un séisme dans une construction densément peuplée, il fait potentiellement plus de victimes. C'est la construction en fait qui fait les victimes et pas le séisme en lui-même. Oui, bien sûr. Ok. Je pense qu'on a fait un bon tour. Hein. On a fait un bon tour. A priori, j'avais des statistiques là-dessus rapidement, mais le service sismologique suisse, a priori, estime qu'il y a 15% des propriétaires qui ont une couverture spécifique pour l'assurance parasismique. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais j'imagine que c'est possible. Et toi, tu recommanderais quand même alors de faire un rapport, un audit. Une fois que ça s'est fait, tu adaptes. Puis après, de couvrir ce risque-là, je pense que c'est une bonne chose. Bon, magnifique. Et même pour une maison, ça vaut la peine ou pas? Parce qu'une maison aussi, une petite maison, oui, elle a le même risque qu'un immeuble? Non, parce qu'elle a une vulnérabilité un peu moindre, parce qu'effectivement, elle est moins haute. Ouais. D'accord. Il y a des masses aussi plus faibles qu'un bâtiment. Donc effectivement, elle est a priori moins vulnérable qu'un bâtiment de plusieurs étages. Et moi, je me dis quand même, le jour où il y a un séisme, parce que là, il y a quand même des assurances qui se font un peu à gauche à droite dans tous les sens, mais le jour où il y a un séisme, et je sais pas, il y a 30% des bâtiments qui effectivement ont subi des dégâts totaux, disons. Je sais pas comment ça va se passer.
Moi non Et plus. pour les assurances. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Non, je pense sur qu'en 350 000 personnes, si tu as Oui. 100 000 personnes concernées, tu fais Oui. quoi? Non, on ne sait pas ce qui va. Enfin, on suppose un peu des scénarios. Donc, dans la gestion de la crise, ça, c'est une chose. On parle en Valais que ce risque, il est estimé à 15 milliards. Donc, c'est le plus gros risque du point de vue financier, ce risque naturel. Après, je pense, voilà, je ne suis pas devin, mais il y aura quand même une certaine solidarité au niveau de la Suisse. S'il faudra reconstruire toute une zone qui a été dévastée par ce séisme, puis il faudra la reconstruire. Alors, effectivement, il y aura les assurances, il y aura peut-être la Confédération, il y aura peut-être un fonds de solidarité, il y aura plein de choses qui vont se mettre en place pour finalement que les personnes qui ont perdu leur logement puissent reconstruire. Ouais. Donc ça, effectivement. Mais ça va prendre des années pour pouvoir reconstruire effectivement une zone qui est impactée par un séisme. C'est quoi les cantons plus touchés par ça? Plus Donc, il y a sensibles? le Valais qui a un aléa sismique le plus élevé. Il y a aussi Bâle, parce qu'historiquement, Bâle a aussi eu des séismes importants, donc, mais beaucoup plus espacés. Mais effectivement, en fait, pourquoi on dit le Valais? Parce que finalement, il est à la limite de la plaque tectonique africaine et européenne. Peut-être tu le sais, mais le Valais est à cheval entre la plaque européenne et africaine, ce qu'on appelle, il y a l'effet de subduction. En fait, la plaque africaine passe par-dessus la plaque européenne. Donc la plaque européenne, elle passe dessous. On dit d'ailleurs le Cervin est africain, donc il se situe sur la plaque africaine, la plaque tectonique africaine. Et en fait, c'est ce frottement entre les plaques qui génère les séismes. Et puis justement, le long un peu de la vallée du Rhône, on a cette limite de plaques. Et c'est pour ça qu'on a des séismes un peu plus importants en Valais que le reste de la Suisse. Ok, parfait. Tu as parlé souvent des architectes, par ça, rien à voir avec ça dans l'épisode, mais moi j'ai cru que les ingénieurs civils, les architectes, ils s'aimaient pas. Parce que les architectes font des dessins et tout qui sont pas possibles à reproduire en pratique. C'est vrai ou ça ou pas? Non, on est complet. Je veux dire, voilà, c'est un métier. L'architecte ne pourrait pas réaliser sans son ingénieur civil et l'ingénieur civil ne pourrait pas réaliser sans un architecte. Donc oui, il y a un peu ces frottements, mais c'est plutôt amical. Et voilà, mais oui, c'est un peu une guéguerre, effectivement, vous les architectes et vous les ingénieurs, quoi. Mais non, c'est de bonne guerre, on ira. Ah, magnifique. Merci beaucoup, Alexandre. Je t'en prie, Edouard. Merci pour l'épisode. Avec plaisir. Ciao.